Et si nous parlions de sciences de la vie et de la Terre, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est très important concernant les cellules. Ce sont des métabolismes que l'on dit interdépendants. Les réactions biochimiques constituent ce que l'on appelle le métabolisme. Le métabolisme, réaction biochimique. Qu'est-ce qu'une réaction biochimique? Bio, ça veut dire la vie, chimique, ça veut dire les réactions qui vont se faire entre diverses molécules, en fait. Donc, diverses molécules sont dans des cellules et la vie dans les cellules, entre guillemets, alors c'est pas la vie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. C'est-à-dire ce sont des réactions qui se déroulent dans le vivant et qui constituent ce que l'on appelle le métabolisme. Donc les réactions biochimiques sont relatives à ce qui se passe dans nos cellules constituant nos organismes. Nous avons besoin d'énergie. Eh bien, ces réactions métaboliques vont en partie nous permettre de produire cette énergie, notamment au cours de la respiration cellulaire. Les voies métaboliques sont souvent, très souvent même, interconnectées. Ça veut dire qu'elles dépendent les unes des autres. Les molécules, certaines du moins, sont situées à un carrefour et peuvent évoluer d'une manière différente selon le métabolisme, justement, qui est mis en jeu. C'est le cas du glucose, qui est une cellule très importante puisque c'est elle qui est directement impliquée dans la production d'énergie. En effet, l'oxydation du glucose par le dioxygène produit de l'énergie, avec un rejet en même temps de dioxyde de carbone et d'eau. On peut se poser la question concernant le rôle du glucose au niveau de ce carrefour des voies métaboliques, donc notamment dans l'interdépendance des voies métaboliques chez les êtres vivants. Donc, quel rôle joue le glucose dans l'interdépendance des voies métaboliques dans les organismes vivants? Nous allons étudier le problème en traitant d'abord des origines et du devenir du glucose dans une plante. Ce sera un premier point. Et deuxième point, nous allons voir que les cellules hétérotrophes qui utilisent du glucose. Cellules hétérotrophes, c'est-à-dire les cellules qui ne font pas forcément partie du règne végétal. Les végétaux sont des organismes que l'on dit autotrophes. Commençons par jeter un coup d'œil sur ce que l'on appelle origine et devenir du glucose dans la plante. Alors pas sur ce qu'on appelle, mais plutôt sur les mécanismes, origine et devenir du glucose dans la plante, du moins un certain type de mécanisme, sans entrer dans les détails, bien évidemment. Première chose à étudier, en fait, c'est la mise en évidence de la présence de l'amidon dans une feuille. Alors, l'amidon, un réactif, c'est l'eau iodée. Ça veut dire que si on met une petite goutte d'eau iodée sur de l'amidon, cette eau iodée qui est au départ couleur jaune, orangé, eh bien elle prend une teinte violacée, voire noirâtre. Bon, si par exemple nous prenons une pomme de terre, nous posons une goutte d'eau iodée, on verra qu'au niveau de la goutte, donc cette goutte devient très très foncée, signe que le tubercule de pomme de terre contient de l'amidon. On dit que l'eau iodée, c'est le réactif de l'amidon. Donc revenons à nos cellules. On fait une préparation microscopique. Alors il y a diverses façons de le faire. Je vous laisse toute la liberté de prendre les décisions pour observer au microscope ce que l'on appelle des chloroplastes. Donc on a des cellules et à l'intérieur des chloroplastes, des chloroplastes, quelquefois si on observe la cellule vivante, on s'aperçoit qu'ils tournent
ils suivent un mouvement autour de la cellule. Bon, si on met dans cette cellule une petite goutte d'eau iodée, donc sur la préparation microscopique, on met de l'eau iodée, on s'aperçoit que la coloration est foncée, violacée, foncée, noirâtre, dans les chloroplastes. Donc on voit que l'amidon est formé dans les chloroplastes. Suite à quoi? Eh bien, suite à un mécanisme que l'on appelle la photosynthèse. L'objectif, le grand objectif de la photosynthèse, objectif entre guillemets, c'est de produire de la matière organique. L'amidon fait partie de la matière organique, puisque l'amidon, ce sont des molécules de glucose qui sont polymérisées entre elles, donc qui forment un enchaînement très très important, et une molécule de glucose, puis une autre reliée entre elles, puis encore d'autres reliées entre elles, forment l'amidon. Donc on a dit que sur une pomme de terre, dans une pomme de terre, il y a de l'amidon, et en fait une pomme de terre est une réserve d'amidon. Si on observe d'un petit peu plus près, mais cette fois-ci au microscope électronique, un chloroplaste. Le chloroplaste est un organite qui est responsable de la photosynthèse. C'est ce qui est vert dans les feuilles. Et si on regarde au microscope, on voit une structure qui est bien spécifique des cellules chlorophylliennes. Le glucose, nous pouvons l'observer à l'aide d'un logiciel. Bon, on voit le modèle, c'est une molécule organique très simple qui est constituée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. La formule est C6H12O6. Bon, nous pouvons l'observer à l'aide d'un logiciel. Ensuite, si on regarde un petit peu plus près certaines cellules, on s'aperçoit qu'il y a également des mitochondries. Toutes les cellules des plantes contiennent cet organite qui est responsable, lui, de ce que l'on appelle la respiration cellulaire, c'est-à-dire de l'oxydation du glucose par le dioxygène pour produire de l'énergie. Autrement dit, on peut considérer que les mitochondries sont de véritables petites usines énergétiques. Donc là, on voit que dans une cellule chlorophyllienne, il y a à la fois des chloroplastes et à la fois des mitochondries. Le rôle des chloroplastes est de produire de la matière organique, par exemple du glucose, avec un rejet de dioxygène. Ce dioxygène va être utilisé pour oxyder le glucose que la plante, que la feuille, que les chloroplastes auront fabriqué entre guillemets dans la cellule correspondante. Et donc on voit bien que cette matière organique qui est produite par photosynthèse va pouvoir servir et être oxydée, donc ce glucose va être oxydé pour produire de l'énergie au sein des mitochondries. Donc on voit que c'est complémentaire en fait. Tout à l'heure on a dit, on cherche l'interdépendance des molécules, on essaie de comprendre en quoi le glucose est une molécule interdépendante. Bien, glucose produit indirectement par les chloroplastes au cours de la photosynthèse, glucose utilisé cette fois-ci pour produire de l'énergie au cours de la respiration cellulaire dans les mitochondries. Donc on voit qu'il y a deux organites différents au sein d'une feuille, les chloroplastes, les mitochondries. Chloroplastes, production de matière organique dont le glucose, mitochondries, utilisation du glucose qui sera oxydé par l'oxygène pour produire de l'énergie. Donc là on voit bien que le glucose est une molécule interdépendante. Alors, à partir du glucose et avec l'azote qui est présent dans le sol
Eh bien, les cellules des plantes sont capables de fabriquer des acides aminés. Par exemple, la leucine, que l'on peut regarder grâce à un logiciel de modélisation, mais également production d'acides gras. Donc on voit que à partir du glucose, encore une fois, non seulement il était l'intermédiaire entre les chloroplastes et les mitochondries pour faire, enfin, entre la photosynthèse et la respiration cellulaire, mais en plus il est capable de produire d'autres molécules qui font partie cette fois-ci des protéines, pas des protéines, enfin si, un peu. Un acide aminé fait partie des protéines en fait. Donc le glucose est un intermédiaire entre globalement on peut dire les acides aminés et d'autres types de métabolisme, par exemple photosynthèse, mitochondrie, mais également production au niveau des lipides de ce que l'on appelle les acides gras. Donc on voit que le glucose, qui est un glucine, est capable d'être transformé en acide aminé, ou en acide gras. Donc on voit qu'entre les glucides, les lipides et les protéines, il y a une molécule intermédiaire, une molécule qui est intermédiaire, donc qui est interdépendante entre les différents types de métabolisme, parce que le glucose qui va être transformé en acide aminé, enfin, lorsque le glucose est transformé en acide aminé, ça correspond à un métabolisme précis, avec une suite de réactions qui sont dépendantes les unes des autres. Lorsque le glucose est transformé en acide gras, c'est un autre type de métabolisme. Lorsque le glucose est produit par photosynthèse, c'est un métabolisme particulier. Lorsque le glucose est utilisé pour la respiration cellulaire, c'est aussi un métabolisme particulier. Donc là, on voit bien qu'il y a 4 métabolismes, et donc que au centre de ces 4 métabolismes, il y a le glucose. Donc tout à l'heure, on a bien dit, on cherche au niveau des métabolismes interdépendants à comprendre le rôle du glucose dans ces différentes voies métaboliques. Donc là, on a bien compris que le glucose est un intermédiaire très important. La paroi des cellules végétales est constituée de feuillets de cellulose. Comme l'amidon, la cellulose est formée par l'assemblage d'unités de molécules de glucose. Donc là, encore une fois, on voit qu'il y a un 5e type de métabolisme, et ce glucose fait partie de ce métabolisme également. Donc pour résumer, on dit le glucose, et vous avez compris que l'interdépendance est très importante. Ce glucose est au centre de beaucoup de choses. Photosynthèse, c'est-à-dire on va énumérer, on va reprendre les 5 types de métabolisme dans lesquels le glucose est impliqué. Donc le glucose, c'est une voie royale, entre guillemets. Glucose produit par photosynthèse. La production de glucose est un métabolisme, fait partie d'un métabolisme. Le glucose est utilisé pour la respiration cellulaire, pour produire de l'énergie, 2e type de métabolisme. Le glucose est utilisé, peut être utilisé pour produire certains types d'acides aminés, 3e type de métabolisme, des acides gras aussi, 4e type de métabolisme, et fabrication de la cellulose, 5e type de métabolisme. Voilà, donc là nous avons en partie répondu au problème. Quel rôle joue le glucose dans l'interdépendance des voies métaboliques chez les êtres vivants? Eh bien, ça veut dire que sans glucose, il y aurait sans doute beaucoup de problèmes. 2e point concernant l'interdépendance des métabolismes, ce sera voir donc dans les cellules hétérotrophes l'utilisation du glucose. Alors tout à l'heure on a dit cellules autotrophes, le glucose est un intermédiaire entre différents types de métabolisme. Les plantes sont des organismes autotrophes. Ça veut dire que la première chose qu'elles font,
c'est de fabriquer du glucose. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce glucose est très important dans l'établissement de différentes voies métaboliques au cours de réactions que l'on dit biochimiques. Maintenant, si par exemple on prend un organisme tel que nous, les moisissures, etc., tout organisme qui n'est pas une plante, eh bien, nous, par exemple, les mammifères, nous avons besoin de glucose pour produire de l'énergie. Est-ce que nous produisons notre glucose? Alors, il y a différentes façons de répondre aux questions. Nous ne produisons pas notre glucose par photosynthèse, contrairement aux plantes. Donc, comment est-ce qu'on peut produire le glucose et l'utiliser? Eh bien, on ne le produit pas. Simplement, on le prend et il vient des organismes autotrophes indirectement. Alors, à plus ou moins grande échelle, puisque lorsque l'on parle de chaîne alimentaire, évidemment, on se situe à différents niveaux, entre les herbivores, puis ceux qui vont manger les herbivores, etc. Bon, entre les végétariens, les carnivores, les omnivores, bon, il y a toute une chaîne alimentaire qui va se mettre en place, mais indirectement, la base de la chaîne alimentaire, c'est une plante. Bon. Alors, cellules hétérotrophes, utilisation du glucose, bon, on va essayer de comprendre. Toutes les cellules animales contiennent des mitochondries. Or, quel est le rôle des mitochondries? Le rôle essentiel, c'est de produire de l'énergie grâce à l'oxydation du glucose. Alors, petite parenthèse, cette énergie sera produite dans un premier temps en étant mise en réserve dans des molécules que l'on appelle adénosine triphosphate ou ATP. Alors ATP, c'est adénosine triphosphate, ça veut dire qu'il y a 3 phosphates. Donc on a un socle de base, un radical de base, et on a 3 phosphates qui sont reliés à la chaîne. Et la liaison entre les 2 derniers phosphates, lorsqu'elle est rompue, apporte de l'énergie. Cette énergie pourra être utilisée pour catalyser, entre guillemets, ou pour aider une enzyme particulière à transformer un substrat en un produit. Bon. Donc souvent, cette enzyme, au cours de cette réaction qui nécessite une enzyme, nécessite quelquefois, très souvent même, une petite bombe énergétique, un petit peu d'apport d'énergie, et c'est l'ATP justement qui va apporter cette énergie. Donc, les mitochondries vont non seulement produire des molécules énergétiques type ATP, mais également les mettre en réserve et elles seront utilisées au besoin. Enfin, ces molécules énergétiques seront utilisées au besoin. Donc dans les cellules animales, il y a des mitochondries qui sont très nombreuses dans des cellules spécialisées, notamment au niveau de ce que l'on appelle les mitochondries. J'ai dû dire une bêtise là, parce que je pensais à autre chose en même temps. Les spermatozoïdes donc, ont besoin de beaucoup d'énergie grâce aux mitochondries. En effet, au niveau du manchon cellulaire, parce que les spermatozoïdes donc, se déplacent, il y a un flagelle, et le flagelle va tourner très vite sur lui-même. Et pourquoi est-ce qu'il tourne? Eh bien parce qu'à cet endroit, il y a beaucoup de mitochondries qui produisent beaucoup d'énergie. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les mitochondries sont une centrale énergétique. Et cette production énorme d'énergie permet aux spermatozoïdes de se déplacer. Ce sera un petit peu le même principe pour les eugènes, qui sont des algues unicellulaires qui sont capables également de se déplacer et qui sont capables de faire la photosynthèse en même temps. Bon. Donc voilà, les levures qui sont des champignons microscopiques, se développent facilement sur des grains de raisin, par exemple, dont elles utilisent le jus sucré. Les levures peuvent exploiter le glucose de 2 façons. Alors,
deux façons, c'est-à-dire le glucose peut être utilisé pour la respiration cellulaire ou pour la fermentation. Nous en avons parlé dans un autre cours, s'y référer au besoin. Fermentation. Bon, production d'énergie également, mais les deux voies métaboliques entre la respiration cellulaire et la fermentation, au niveau des moisissures, donc, enfin au niveau des levures, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont deux voies métaboliques qui font intervenir le glucose également. Donc là, on voit que dans les cellules hétérotrophes de type levure, eh bien, elles ont besoin du glucose qui est produit par exemple par les grains de raisin. Donc pour soit faire la respiration cellulaire, pour produire de l'énergie et vivre, soit fermenter pour produire, alors si on parle de fermentation alcoolique, par exemple formation d'éthanol. Donc voilà, c'est une des voies métaboliques très importantes qui se passe quelquefois, et enfin quelquefois, et même à chaque fois que l'on veut faire du vin par exemple. Alors, la plupart des animaux possèdent une enzyme que l'on appelle amylase. Alors l'amylase, c'est quoi? C'est une enzyme, c'est-à-dire c'est une protéine enzymatique. Autrement dit, c'est un enchaînement d'acides aminés qui forme cette protéine et qui provient de l'expression d'un gène particulier. Donc un gène, en s'exprimant, va permettre la biosynthèse de l'amylase, qui est un enchaînement d'acides aminés, en fait je répète, et c'est une enzyme. Cette enzyme, elle intervient dans une réaction du métabolisme qui fait que, par exemple, amylase, ça fait penser à amidon un petit peu. Donc si on a par exemple du pain dans la bouche, eh bien les glandes salivaires vont libérer une substance dans laquelle il y a de l'amylase. Et l'amylase est une enzyme qui va permettre la catalyse enzymatique, la transformation de l'amidon en glucose. Comment? Eh bien, puisque l'amidon est un polymère de glucose, eh bien l'amylase a la capacité de libérer des petites molécules de glucose. Ces molécules de glucose, de ce fait-là, vont pouvoir être utilisées pour produire de l'énergie. Donc la plupart des animaux possèdent cette enzyme que l'on appelle amylase, qui est une enzyme qui permet de digérer l'amidon en activant la transformation du glucose, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'amidon libère ces molécules de glucose. Mais très peu d'animaux possèdent ce que l'on appelle la cellulase, qui est une autre enzyme qui permet la digestion de la cellulose. Autrement dit, lorsque par exemple vous mangez de la salade, dans la salade il y a des... Donc salade c'est quoi? Cellules végétales, cellulose au niveau de la paroi, et nous, par exemple, on n'a pas de cellulase pour digérer la cellulose. Or la cellulose c'est quoi? C'est encore une fois un polymère de glucose. Donc on ne peut pas transformer la cellulose en molécules de glucose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette cellulase. Voilà. Les termites ou encore certains micro-organismes vivent en symbiose dans la panse des ruminants. Alors, attention, les termites ne vivent pas en symbiose dans la panse des ruminants. Je parle de micro-organismes. Ces micro-organismes, ils possèdent un gène que les autres n'ont pas et qui leur permet de fabriquer la cellulase. Voilà, donc c'est très étrange. Si on prend les termites, ils ont un gène particulier. L'expression de ce gène donne la cellulase. Et pourtant, les termites ne sont pas des organismes photosynthétiques. Ils ont cette capacité. Autrement dit, lorsque les termites utilisent des plantes, quelque chose qui est vert, eh bien la cellulase va pouvoir permettre la transformation de la cellulose en molécules de glucose.
Et de ce fait-là, le glucose sera utilisé pour produire de l'énergie chez les termites, par exemple. J'ai dit, certains micro-organismes vivent en symbiose dans la panse des ruminants. Voilà. Bon. Alors, une expérience, on injecte à des souris du glucose dont le carbone a été rendu radioactif. Alors, on a dit dans la formule globale du glucose, C6H12O6. C'est la formule globale. Alors, cette radioactivité est sans danger pour les souris. Dans les heures suivantes, on analyse les molécules qui sont devenues radioactives, on regarde lesquelles sont devenues radioactives. Le glycogène a été identifié dans le foie et les acides gras dans le tissu adipeux. Donc, je répète, on prend du glucose, on rend le carbone radioactif et on l'injecte à des souris. Donc les souris ont du glucose radioactif. Et on regarde le devenir de ce glucose radioactif. Donc en fait, en suivant la radioactivité, on peut savoir dans quel type de cellules, de molécules, le glucose se trouve incorporé. Eh bien, on s'aperçoit que le glucose, au départ, donc si on regarde le pourcentage de radioactivité en fonction du temps en minutes, les 120, 130, 140 minutes suffisent pour savoir où va le glucose radioactif. Eh bien, on a 3 courbes concernant le glucose, le glycogène et les acides gras. Et on s'aperçoit que l'évolution de la radioactivité au cours du temps, donc la quantité de glucose diminue au cours du temps, alors que la quantité de glycogène, la quantité de radioactivité augmente fortement dans le glycogène et augmente également dans les acides gras. Donc ça veut bien dire, indirectement, que le glucose se retrouve mis en réserve dans le glycogène que l'on trouve dans le foie, et ce glucose se retrouve également dans les acides gras que l'on retrouve par exemple dans le tissu adipeux. Bon, voilà, pour résumer un petit peu les choses, on a dit qu'il y a différents types de métabolisme, alors que ce soit chez les plantes ou chez les organismes hétérotrophes, tels que nous, par exemple les mammifères, et que on se posait la question du rôle du glucose dans l'interdépendance vis-à-vis de toutes ces voies métaboliques. Plantes, si on résume, chez les plantes, le glucose est produit par photosynthèse, premier type de voie métabolique. Le glucose peut être mis en réserve dans les pommes de terre sous forme d'amidon, deuxième type de métabolisme. Le glucose peut être utilisé au cours de la respiration cellulaire pour produire de l'énergie dans les mitochondries, troisième type de métabolisme. Le glucose peut être la base d'une réaction ou d'un métabolisme pour produire des acides aminés, production d'acides gras également, production de cellulose également. Chez certains organismes hétérotrophes, donc là on était arrivé à 6, chez certains types d'organismes hétérotrophes, septième point important, au niveau des spermatozoïdes, il y a un flagelle qui permet aux spermatozoïdes de se déplacer. Le glucose est utilisé
dans les mitochondries, au niveau des spermatozoïdes, petite centrale énergétique, en fait, pour permettre aux spermatozoïdes de se déplacer. Au niveau des levures, bien, les levures vont utiliser, alors les levures qui sont des organismes hétérotrophes unicellulaires, mais bon, hétérotrophes quand même, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de produire leur propre matière organique, donc les levures utilisent le glucose produit par le raisin, et ce glucose peut être transformé soit par respiration cellulaire pour produire de l'énergie qui va servir aux levures, 8e point, soit pour fermenter, donc utilisation dans la fermentation alcoolique pour produire entre autres de l'éthanol. Ensuite on a vu dans les termites, ils sont capables de produire une enzyme qu'on appelle la cellulase, donc 9e ou 10e point, 9e point je crois, produire de la cellulase qui permettent de digérer en fait la cellulose pour produire du glucose et de ce fait-là l'utiliser pour produire de l'énergie. Et puis enfin, certains micro-organismes vivent en symbiose avec la panse des ruminants. Donc ça veut dire que le ruminant, il mange de la cellulose et certains micro-organismes possèdent un gène qui permet de produire de la cellulase et donc de transformer la cellulose que les ruminants mâchent. Donc voilà. Je pense qu'on a réussi à montrer que le glucose est une véritable plaque tournante dans le métabolisme chez les êtres vivants. Bon, on a montré donc que c'est un carrefour, c'est le carrefour peut-être le plus important, parce que le glucose à lui tout seul est très très important, ne serait-ce que du fait qu'il est capable, et c'est pratiquement le seul, à permettre la production d'énergie. Bon, il y a d'autres métabolismes qui existent évidemment, mais bon, là nous sommes dans des cours de seconde, nous n'allons pas développer l'ensemble de toutes les connaissances scientifiques. Métabolisme interdépendant, le glucose a un rôle très important. Le cours est terminé. Merci.